BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes lorsqu'on achète un bien immobilier et comment éviter justement de les commettre? On va en parler avec Jean-Marc Le Prado, président d'Enola et cofondateur de Clover. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de 5 grandes familles d'erreurs. La première, c'est de se tromper dans sa stratégie patrimoniale en choisissant par exemple d'investir pour des raisons fiscales alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Absolument. C'est vraiment presque la tarte à la crème de l'investisseur immobilier qui se trompe en fait de combat, qui va faire une opération de défiscalisation immobilière, de déficit foncier sans avoir d'excédent par ailleurs, ce qui n'a pas objectivement beaucoup de sens sauf quelques cas très particuliers, qui va choisir de faire une opération Pinel alors qu'il paye 2000 € d'impôts, ça n'a pas grand sens économique non plus, qui va décider de faire d'une opération de location meublée juste pour des questions fiscales sans se rendre compte des contreparties, etc. Donc se tromper dans sa stratégie patrimoniale est effectivement la première famille avec de nombreuses erreurs que l'on peut commettre dedans, mais en tout cas c'est la première grande famille en effet. Mais est-ce que la multiplication des dispositifs, vous avez parlé du Pinel, il y a le De Robien, n'ont pas un petit peu poussé au crime ? Sans doute. Tout le monde est un petit peu responsable. L'investisseur en premier qui doit s'interroger, qui doit s'entourer de bons conseils, qui doit faire appel à son notaire. Il y a beaucoup de gens tout à fait sérieux qui sont capables d'aider n'importe quel investisseur à investir correctement et dans la bonne stratégie. Je pense par exemple aux notaires, je pense à des gestionnaires de patrimoine dans la banque ou des gestionnaires de patrimoine indépendants qui sont très souvent de bons conseils. Deuxième erreur fréquente, se tromper sur le produit immobilier. Oui, alors, autre tarte à la crème, il y en aura beaucoup cet après-midi dans cette intervention. Se tromper de produit, on achète au mauvais endroit. Voilà, parce qu'on a le sentiment qu'on achète pas très loin de chez soi, donc on est tout à fait confiant. Et puis en fait, il s'avère qu'il y a peu de demandes locatives à cet endroit-là. Et on se retrouve avec des difficultés à faire rentrer les loyers. Par exemple, on peut se tromper sur le produit en lui-même, sans anticiper toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans une copropriété, sans avoir été très attentif à la lecture des assemblées générales passées, de manière à détecter d'éventuels problèmes qui, probablement, si on les avait vus très clairement, auraient fait qu'on n'investit pas dedans. L'autre élément fondamental en termes d'erreur sur le produit en lui-même, c'est se tromper sur le prix et acheter trop cher. Ou envisager une location pour se faire plaisir sur un niveau de loyer qui est trop important et qui en fait ne sera jamais la réalité sur le compte en banque. Et là encore, même question, est-ce que les différents dispositifs n'ont pas incité beaucoup d'investisseurs à acheter des appartements dans des zones géographiques où il y avait peu de demandes finalement ? Oui, de fait, il y a beaucoup de cadavres dans les placards, particulièrement des fiscalisations, puisque c'est sans doute ce à quoi vous faites allusion. Il y a beaucoup de gens qui se sont laissés bercer d'illusions par des beaux parleurs qui leur disaient ne cherchez pas trop à comprendre, de toute façon on vous garantit tout. En fait, rien n'est garanti. Vous avez parfaitement raison. Beaucoup de précautions à prendre, et particulièrement quand des gens disent que les choses sont merveilleuses. Vous nous dites, troisième erreur, se tromper sur les modalités de financement de son investissement, c'est-à-dire ? Je pense, j'ai beaucoup de cas, je vois beaucoup de cas comme cela. Les modalités de financement ne sont pas en adéquation avec la stratégie. Si par exemple vous êtes en train de réaliser votre première opération et que vous imaginez d'en faire plusieurs, il vaut mieux très probablement prendre un crédit long. Puisque si vous prenez un crédit long pour cette première opération, certes, celle-là va vous coûter plus cher en coût d'acquisition, mais en trésorerie au quotidien, ça vous coûtera moins puisque la mensualité de votre crédit sera plus faible. Donc elle vous laissera potentiellement des cartouches supplémentaires pour faire d'autres opérations. Si vous prenez un crédit trop court sur la première, de fait, votre banquier sur la deuxième vous dira que votre taux d'endettement est un petit peu élevé. Donc vous serez bloqué plus rapidement. Quatrième erreur, sous-estimer les frais annexes. Il y en a beaucoup, frais de notaire, frais de dossier, assurance, travaux, la liste n'est pas exhaustive. Oui, absolument. Et c'est vraiment un travail très très important à la base de voir quels vont être tous les frais exhaustif. Alors, vous parliez des travaux, par exemple, par définition un peu compliqué. Je pense qu'il est très précautionneux quand on se lance dans une opération avec travaux de prévoir quelques marges de manœuvre, quelques incertitudes sur le montant des travaux qu'on a estimés. Ne pas occulter le fait que certaines banques, par exemple, ne voudront pas financer les frais, ce qu'on appelle les frais de notaire, les droits de mutation ou les frais de garantie. Donc, il est possible également d'être obligé, d'être contraint d'avoir de l'apport personnel qu'on n'avait pas prévu, qu'on avait gardé au cas où et qu'on va être obligé d'affecter à l'opération. Donc, c'est un
un élément effectivement très important à prendre en compte. Les frais de dossier bancaire également, même si ce sont quelques centaines d'euros. La taxe foncière, puisque le jour où vous devenez propriétaire, vous avez déjà votre prorata de taxe foncière, vous avez déjà votre prorata de charges de copropriété trimestrielle, et bien vous devez sortir les sous avant même d'avoir mis en location votre bien. Il faut les intégrer. Alors, en ce qui concerne les travaux, est-ce que les nouvelles normes environnementales, justement, appellent à être davantage vigilants sur les travaux qui vont être nécessaires si le bien n'est pas aux normes ? C'est une excellente réflexion et de plus en plus, lorsque nous cherchons des biens dans l'ancien classique, nous sommes très attentifs au fameux diagnostic de performance énergétique. Le nouveau DPE, oui. Le nouveau DPE qui fait qu'on écarte systématiquement les produits qui sont très mal classés parce que ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il y aura des frais et il y aura des frais potentiellement importants. Avec la difficulté que si on sait tout de suite qu'on va avoir des travaux à faire, on peut les financer dans le crédit. Mais si vous le savez 3 ou 4 ans après avoir acheté votre bien, il est beaucoup plus compliqué d'obtenir un crédit pour réaliser des travaux de la copropriété. Donc ça peut être un point important. Vous avez parfaitement raison, il faut être de plus en plus vigilant. Ouais, d'où l'intérêt d'anticiper et de garder effectivement une poche suffisante pour financer des travaux a posteriori. Absolument. 5e erreur, elle est fréquente, mettre trop d'affect dans son investissement, soit par rapport à l'emplacement du bien, soit dans sa définition, colonne en marbre, jacuzzi. Enfin, on peut parfois être attiré par un appartement ou une maison, mais il faut raisonner en termes d'investisseurs. Et c'est un exercice qui est extrêmement difficile à réaliser. Je vois beaucoup cette erreur également. On veut se faire plaisir. La problématique, c'est que quand on veut se faire plaisir, en fait, il y a 2 conséquences. Un, c'est que quand on met beaucoup d'affect, en général, on accepte de payer cher et de payer plus cher que le marché parce qu'on trouve que le produit, effectivement, les colonnes de marbre sont tellement jolies que ça mérite bien de payer 25 000 € de plus son bien, et on ne le retrouve pas dans le loyer en fait. Donc la contrepartie également, c'est que le rendement est d'autant moins élevé que la qualité patrimoniale est importante. Pour répondre à cette question-là, en fait, c'est finalement de quoi a-t-on besoin en termes de rendement ? Si vous avez besoin d'un fort rendement parce que vous voulez consacrer peu de trésorerie à votre investissement, il ne faut surtout pas être trop difficile dans le produit, sinon vous allez avoir des grosses déconvenues. Pourtant, certains agents immobiliers conseillent d'investir dans un bien où on accepterait soi-même d'habiter. C'est une erreur ? Pour moi, oui, parce que le cahier des charges, son propre cahier des charges dans le logement que l'on occupe pour y vivre et le cahier des charges de l'investissement sont, pour moi, par définition, différents. Quand on est investisseur, on va chercher une équation. On va chercher l'équation entre le loyer que l'on encaisse et le produit que l'on achète. Si cette équation doit être elle peut être très déficitaire. Si vous avez énormément de moyens et que vous dites une opération peut me coûter 3 000 € par mois d'écart entre le loyer et le crédit, vous pouvez vous permettre d'aller sur l'île Saint-Louis. Si vous dites que ça va être 300 maximum, vous ne pouvez pas aller sur l'île Saint-Louis, sauf à faire une opération qui sera dramatique en termes de trésor. Voilà. Donc c'est plus cet aspect-là, me semble-t-il, qui doit guider l'investisseur que le fait de s'y retrouver la quasi-totalité. Quasiment aucun investisseur ne vit un jour dans le bien qu'il a acheté pour louer. L'île Saint-Louis, en plein centre de Paris, pour ceux qui nous écoutent depuis les... Ou le boulevard des Belges à Lyon, ou la place des Quinconces à Bordeaux. Est-ce qu'il ne faut pas voir plutôt le conseil des agences immobilières à l'envers, c'est-à-dire ne pas investir dans un bien où on n'habiterait pas ? À nouveau, non, je ne suis pas convaincu de cet argument-là. Il faut investir dans un bien dans lequel des locataires auraient très envie d'habiter. On peut investir à peu près partout en France avec une possibilité d'avoir des locataires qui sont des gens tout à fait sérieux, qui payent très bien leur loyer, alors qu'on n'aurait aucune idée d'aller vivre dans cet endroit-là. À nouveau, c'est la question du rendement qui doit être le juge de paix. Si vous n'avez pas besoin de rendement élevé, faites-vous plaisir. Si c'est open bar sur votre trésorerie, faites-vous plaisir avec des produits somptueux. La conséquence, c'est plus d'impact en trésorerie, tout simplement. Un dernier mot, peut-être un conseil. Comment est-ce qu'on fait pour éviter toutes ces erreurs ? Qui peut nous accompagner ? Comme je le disais, je trouve que préparer son investissement est une très bonne chose, s'entourer de bons conseils, par exemple d'un bon notaire. Un bon notaire est quelqu'un qui en général donne des conseils tout à fait pertinents, des gestionnaires de patrimoine, qu'ils soient indépendants ou de banque, ça fonctionne tout à fait bien. Prendre du temps, ne pas se lancer tête baissée dans son investissement, bien réfléchir, interroger plusieurs personnes qui ont déjà fait des investissements. Il y a beaucoup de forums, il faut faire attention à ce qu'on trouve sur le net. Et d'ailleurs, ça sera peut-être ma conclusion, beaucoup de méfiance des vendeurs de rêves qui pullulent sur le net en disant à tout le monde qu'ils peuvent devenir multimillionnaires avec 2,50 € d'apport personnel et aucun impact en trésorerie par mois, parce que c'est pas la réalité. Merci beaucoup pour tous ces commentaires, tous ces conseils. Jean-Marc Le Prado, président d'Enola et par ailleurs cofondateur de Clover.